BFM Business, BFM Crypto, le club. BFM Crypto, le club, jusqu'à 17h en direct sur BFM Business avec nos deux invités. Pauline Armandet, journaliste crypto pour bfmbusiness.fr. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de nous accompagner comme chaque lundi. Et puis on a également le plaisir d'accueillir en studio William O'Rourke. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur du cabinet Orwell Avocat. On sera avec vous dans un instant pour regarder les dernières actualités crypto du secteur. Mais juste avant, il est temps de rejoindre Vincent Bois qui nous attend depuis IG. On vient de faire il y a un instant un point sur les indices actions. Vincent Bois, maintenant regardons un petit peu ce qui se passe du côté des cryptos, sachant qu'on a un Bitcoin qui a connu un parcours extraordinaire ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Le Bitcoin se maintient toujours. Donc après ce rebond haussier que l'on a vu depuis le début de l'année, bloque depuis quelques semaines maintenant sous les 28 600, 28 800 $. Il faudrait parvenir à franchir ces 29 000 $ et enfin tester les 30 000 $. Pour le moment, c'est plutôt un retour en arrière qui est privilégié, même si celui-ci ne se manifeste pas encore. Il faudrait un retour en arrière sous le bas du range que l'on observe depuis justement ces quelques semaines sur les 26 600 pour aller chercher ce niveau fatidique des 25 200 points, 25 200 $ que l'on attend justement pour essayer de rebondir sur ce niveau et enfin valider cette tendance haussière de fond ou au contraire repartir à la baisse. Mais actuellement, on voit une belle résistance au-delà des 28 800 et donc plutôt privilégier justement ce retour en arrière, plutôt sain dans cette accélération importante qui est allée extrêmement vite et donc sous les 26 600, aller chercher les 25 200. On se maintient, on valide justement la tendance de fond. Attention en cas de cassure en revanche qui pourrait remettre en cause ce rebond haussier et aller un petit peu plus bas. Donc là, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui se stabilise à 28 209 $. Il est stable sur 5 semaines, comme vous l'avez dit, depuis ces derniers jours. On se traîne sur les mêmes niveaux. Quel en est-il sur les autres crypto-monnaies, Vincent Bois ? Alors, si on regarde l'Ether, qui lui, justement, semble au niveau technique plutôt valider ce retour haussier. On avait eu un Ether qui se maintenait un peu mieux lorsqu'il y a eu des chutes avant, justement, ce rebond de début d'année. Et pour le moment, le rebond nous permet, au niveau technique, de se maintenir au-delà d'un niveau important. C'est 1 730 $, qui était donc le support majeur durant l'année 2021. Et donc, un maintien pour le moment. Si on se maintient sur ce niveau, au-delà des 1800, on va chercher le seuil psychologique des 2050. Donc on surveille nos 1730. De la même manière, on a eu un beau rebond et donc un retour en arrière semble plutôt privilégié pour essayer justement de valider définitivement ce retour haussier. Et donc sous les 1730, on peut aller chercher l'accélération baissière vers le niveau technique 1420. Mais actuellement, donc, comme je le disais, à la différence du Bitcoin, il se maintient au-delà du niveau technique majeur des 1730. Donc, on surveille actuellement s'il y a un retour en arrière qui serait plutôt normal après une accélération importante comme cela. On peut accélérer à la baisse, mais un maintien là-dessus permettrait une nouvelle accélération et d'aller chercher les 2000 $. Merci beaucoup Vincent. Vincent Bois qui nous accompagnait comme chaque lundi depuis IG où vous êtes analyste technique. C'est toujours BFM Crypto. On est en direct encore pendant un gros quart d'heure avec nos deux invités. Pauline Armandet, journaliste crypto pour bfmbusiness.fr et William O'Rourke, associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat. On sera avec vous dans un instant, William, afin de répondre aux questions de nos auditeurs téléspectateurs. D'ailleurs, je vous rappelle, vous n'hésitez pas à poser vos questions. bfmbourse@bfmbusiness.fr. Mais juste avant, avec vous, Pauline Armandet, on va regarder ce qui se profile dans les prochains jours et notamment cette déclaration de revenus. Nous sommes le 3 avril, ça ouvre dans 10 jours pile. On sera le 13 avril et il faudra commencer à déclarer ses revenus, bien sûr les revenus pour l'année fiscale 2022. Alors ça concerne les revenus, les salaires entre autres, mais ça concerne aussi les revenus qui sont tirés des crypto-monnaies. Quels sont les points à savoir sur ce sujet aujourd'hui, Pauline ? Alors déjà, il y a peut-être 3 essentiels à savoir pour cette déclaration des revenus sur les crypto-monnaies en 2023. La première chose, c'est qu'évidemment, la fiscalité sera différente si un contribuable est considéré comme un particulier
ou comme un professionnel. Évidemment, s'il est professionnel, il va payer plus de taxes, mais on pourra en parler tout à l'heure. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est qu'en fonction de certaines opérations concernant les crypto-monnaies, de certaines cessions, eh bien, il y aura aussi des régimes fiscaux qui seront différents. Donc ça rend aussi encore plus complexe le processus de déclaration fiscale sur l'année 2023. Et puis aussi, eh bien, le régime fiscal au cours de l'année 2023, il a un tout petit peu aussi évolué. Donc, on a aussi fait un guide pour expliquer ce qui change cette année ou ce qui devra changer en 2024. Pour les contribuables. Voilà, c'est un peu déjà les 3 basiques à savoir sur la déclaration. Guide que l'on retrouve bien sûr sur le site de bfmbusiness.fr, mais là en l'occurrence on va regarder ce qui se passe pour l'année fiscale 2022, puisque là ça sera les revenus 2022. Imaginons que je détiens des cryptos, que faut-il déclarer dans cette déclaration ? Alors, si un contribuable détient des crypto-monnaies sur une plateforme, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de déclaration, si ces crypto-monnaies sont en fait sur une plateforme d'échange étrangère ou alors par exemple sur un PSAN, un prestataire d'actifs sur services numériques qui est étranger, eh bien il doit forcément déclarer ce compte à l'administration fiscale dans un formulaire, si je peux le dire précisément, c'est le 3916 bis. Donc en gros, chaque compte de crypto, chaque plateforme en fait étrangère devra être déclarée. Et en cas de non-déclaration de cette plateforme, eh bien le contribuable va se risquer à une amende de 750 €. Donc c'est pas négligeable. En revanche, si un utilisateur en fait dispose de crypto-monnaies sur un compte PSAN qui est français, donc en fait une société française enregistrée auprès de l'AMF, il n'aura pas besoin de déclarer cette plateforme aux impôts. Et pareil, si en fait il détient ses crypto-monnaies ou en fait ses clés privées sur un wallet, donc en fait c'est un portefeuille physique ou virtuel du type Ledger ou encore MetaMask, là encore pas besoin de déclarer ses crypto-monnaies aux impôts. Par contre, si un auditeur, téléspectateur a acheté des cryptos, les a revendus, a par exemple fait une plus-value, comment ça se passe dans ce type de cas ? Alors dans ce type de cas, on considère qu'il y a des cessions imposables qui doivent être déclarées, effectivement dans 2 cas de figure. Déjà, la cession d'une crypto-monnaie vers une monnaie traditionnelle, comme par exemple l'euro ou le dollar. Typiquement, si vous vendez des bitcoins contre des euros, ça devra être déclaré. L'autre cas de figure, c'est lorsqu'un investisseur réalise un achat d'un bien ou d'un service en crypto-monnaie. Par exemple, vous achetez une voiture en bitcoin ou alors vous décidez de... Parce qu'en plus, il y a de plus en plus de services en France qui permettent l'achat en crypto-monnaie. On le voit dans des pharmacies, dans d'autres types de services. C'est possible. Tous ces achats doivent aussi être déclarés. À l'inverse, quand on échange des cryptos en crypto ou des cryptos en stablecoin, c'est des crypto-monnaies qui sont basées sur des cours, des monnaies traditionnelles. Là, pas besoin que ce soit déclaré. Après, par contre, il y a une grosse différence entre les particuliers et les professionnels, un petit peu comme en bourse, c'est 2 cadres fiscaux totalement différents. Ouais. Donc effectivement, pour un particulier, s'il réalise une plus-value en crypto-monnaie, donc là on va expliquer de quoi il s'agit. Si la totalité en fait des cessions imposables dont on a parlé juste à présent est supérieure à 305 € sur l'année, eh bien, ces cessions en fait sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, donc à cette fameuse flat tax de 30%, soit 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc là, il s'agit de plus-value, mais ça s'applique aussi aux moins-values, c'est-à-dire que si un utilisateur a perdu de l'argent en vendant en fait des crypto-monnaies, ça doit aussi être déclaré. Et en fait, il y a un calcul spécifique pour les opérations en crypto-monnaie en fait qui sont effectuées au cours de l'année, qui doit être fait pour chaque session, donc chaque opération, ce qui fait que le calcul doit être fait à chaque fois et ça rend la procédure assez compliquée. On a mis le calcul en fait sur le site, la formule parce que c'est assez complexe et que chaque utilisateur pourra la retrouver en ligne. Donc ce calcul doit être fait effectivement pour chaque session, chaque opération. Et au besoin, évidemment, les utilisateurs peuvent demander l'aide de particuliers, d'avocats fiscalistes, etc.
Bien sûr, donc ça, bien sûr, on retrouve tous les détails sur le site de BFM Business, sur l'article que vous avez rédigé. Et donc pour l'instant, ce qui concerne les revenus 2022, c'est la flat tax, comme sur un compte titre, c'est 30%. Là, on a parlé d'un cas d'un auditeur, téléspectateur, qui n'a pas d'entreprise, qui n'est pas sur un profil de trader, par exemple, à titre compte propre. Par exemple, là, si on change de profil et qu'on se tourne plutôt sur un profil professionnel. Alors, sur les profils professionnels, ce qu'on sait, c'est que les gains des traders professionnels, à partir donc de 2024, seront imposables au titre des bénéfices non commerciaux, donc des BNC. Et jusqu'à présent, donc si on prend vraiment la déclaration sur les revenus 2022, donc la déclaration 2023 sur les revenus 2022, eh bien, ils seront imposés au titre des bénéfices industriels commerciaux, donc du BIC, où le montant en fait d'imposition peut aller jusqu'à 66%. Donc à titre de comparaison, les professionnels, ça peut être imposé jusqu'à 66% et les particuliers, ça relève de la flat tax, donc des 30%. Des 30%. On retrouve bien sûr tous les détails sur le site de bfmbusiness.fr car c'est pas évident la fiscalité. Et merci Pauline de nous avoir décrypté un petit peu tous les enjeux autour de ce sujet. William O'Rourke, bien sûr, vous êtes toujours avec nous, associé cofondateur du cabinet Orwell. Bon, c'est pas évident quand même. Merci Pauline de faire un article sur notre site parce que quand on est auditeur, téléspectateur, on s'y connaît pas forcément dans la fiscalité et puis ça change tout le temps parce que là on parle de 2022 mais ça va encore changer dans les années à venir. Ouais, c'est une très bonne initiative, surtout que c'est un régime qui est, la formule est assez compliquée. Alors elle se comprend parce que évidemment le fisc n'a pas accès à toutes les cryptos des gens vu qu'on est sur des technologies décentralisées. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette formule un peu complexe qui a été mise en place. Mais là-dessus, je pense qu'il faut aussi, c'est important d'être assez rassurant. C'est-à-dire que, déjà en 2022, il n'y aura pas beaucoup de plus-value normalement vu les cours, et surtout pour ceux qui ont eu la chance de faire des plus-values. D'une part, il y a des outils qui existent qui permettent de calculer automatiquement justement, de faire cette fameuse formule. Vous rentrez toutes les données c'est des logiciels, et il y a aussi certaines plateformes dont je ne citerai pas le nom, mais il y a certaines plateformes qui proposent cet outil-là. Donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple que de devoir se mettre à faire des calculs très compliqués. Ouais, tout seul, c'est quasiment, c'est pas impossible, mais c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que, moi, j'en serais incapable en tout cas, et c'est hors de portée, on va dire, d'un contribuable raisonnable ou raisonnablement intelligent. Sachant qu'il y a une enveloppe, c'est-à-dire que si on a une plus-value qui est inférieure à 305 €, il n'y a pas besoin de déclarer. Cession. Ouais. Donc en fait, vous pouvez vous acheter une belle paire de baskets, ou deux paires de baskets avec vos cryptos sans déclarer, mais au-delà de 300 € de cession en fiat ou d'achat d'un bien en crypto. Ce seuil est extrêmement bas, il avait été très critiqué quand il avait été adopté. Donc c'est pas les plus-values, attention. Ah oui, c'est pas les plus-values, c'est sur les cessions. Ouais, donc c'est très faible en fait, c'est pour le résiduel quoi. Pour les gens qui achètent leur pain en crypto, eux ils sont pas dans le champ d'un. Et le dernier point important aussi, c'est sur le passage de particulier à professionnel. Parce que c'est une question qui revient systématiquement, parce qu'en effet, ça a des conséquences très lourdes pour un contribuable, surtout a posteriori. Parce qu'en fait, à la limite, si vous partez dans une activité professionnelle et que vous avez tous les outils, un comptable, une société, ça va. Mais quand on vous dit que rétroactivement, il faudrait avoir tout fait comme une société alors que vous êtes un crypto-contribuable, là, ça peut être assez catastrophique, on va dire, à récupérer. Là-dessus, nous, les indices qu'on a au sein du cabinet, et on discute aussi évidemment avec d'autres fiscalistes spécialisés là-dedans, c'est que ces cas de requalification sont assez rares. Et c'est logique, en fait, l'administration requalifie des gens qui ont vraiment une activité avec un caractère très professionnel, de l'investissement, un nombre de transactions extrêmement important. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez fait quelques dizaines ou même quelques centaines de transactions et que vous êtes dans une gestion, on va dire, patrimoniale privée, le risque que vous tombiez dans cette catégorie, il est extrêmement faible. Oui, effectivement, ça change bien depuis 2023. Ouais. Il nous reste un peu moins de 5 minutes, William, pour répondre aux questions de nos auditeurs téléspectateurs. Il y a une question que l'on a abordée ces derniers jours, mais c'est important de clarifier les choses. C'est sur ce texte actuellement à l'Assemblée, au Sénat, concernant les influenceurs, pour réglementer un petit peu aujourd'hui la pratique. Et in fine, ça va concerner les influenceurs qui, aujourd'hui, font la promotion des crypto-monnaies. Ça va changer quoi? C'est une question que nous pose Martin. Alors,
Déjà, je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il y a un problème avec l'influence et certains produits risqués, pas que les cryptos d'ailleurs, mais il suffit d'aller sur TikTok, il suffit d'aller sur YouTube, et on voit qu'il y a beaucoup de publicités et d'influenceurs qui font des choses, on va dire, qui sont carrément borderline auprès d'un public parfois assez jeune. Mais cela étant dit, cette loi, donc pour moi, elle adresse un vrai problème. Mais je suis pas sûr que la réponse soit totalement adaptée. On va dire que c'est une bonne intention, mais peut-être une intention dont celle dont l'enfer est pavé, c'est-à-dire qu'elle pose un principe d'interdiction. C'est interdiction pour les influenceurs de promouvoir des cryptoactifs ou de tout type, sauf si l'acteur est agréé. Donc elle fait l'objet d'un agrément PSAN. Je précise, aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui est agréée PSAN. Donc on est sur une solution qui est extrêmement dure. Quand vous dites aucune personne, c'est aucune personne physique, morale, ce sont des entreprises ou des acteurs qui ont pignon sur rue. Hein, voilà, en fait, il serait en l'état de la loi, qui va peut-être être modifié, on est en première lecture, là, il serait interdit de faire la promotion de services qui ne soient pas fournis par un prestataire agréé. Donc en fait, aujourd'hui, en l'absence de prestataires agréés, ça veut dire que ce serait interdit de faire la promotion de la crypto en France. Et pour moi, ça pose évidemment un problème d'efficacité. C'est un texte qui, à mon sens, n'est pas réaliste. Le régulateur, et notamment la DGCCRF, aujourd'hui, à mon avis, n'est pas le bon régulateur pour faire ça. Il y a l'AMF qui est sur la crypto depuis plusieurs années et qui est outillé pour ça. Et ça pose également un problème qui est que, en fait, dans ce genre de situation, c'est l'offre légale, à mon sens, qui doit chasser l'offre illégale. Et cette offre illégale qui pullule sur les réseaux sociaux, pour la chasser, il faudrait autoriser les acteurs enregistrés, c'est-à-dire tous les acteurs régulés en fait, à pouvoir faire de la publicité. L'idée pour moi, c'est pas d'interdire les Français d'être exposés à de la crypto, c'est juste protéger les Français de la promotion qui concerne des offres illégales. Bien sûr. Pauline, un avis peut-être, parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, hein, sachant que c'est un sujet que tout le monde ou presque voit, qui est assez répandu, c'est une pratique qui est répandue quand même. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font la promotion de crypto d'une façon parfois un peu trop alléchante. Peut-être pour rebondir sur ce que disait William, il y a un amendement qui a été déposé pour permettre aux influenceurs crypto de pouvoir notamment parler de sociétés qui sont dites donc PSAN et enregistrées par l'AMF. Il n'a pas été retenu. Donc effectivement, en l'état, cette loi qui a été effectivement votée par l'Assemblée nationale peut être considérée comme dure par l'industrie, parce qu'évidemment les influenceurs crypto qui vivent de ces revenus aussi sponsorisés, parce qu'on ne parle pas d'influenceurs crypto quand ils vont vulgariser les crypto-monnaies, ça, il n'y a aucun problème à parler du Bitcoin, de l'Ether, etc. Mais quand c'est un revenu sponsorisé, ils en vivent, donc c'est leur activité qui est effectivement en question. L'amendement en question a été rejeté. Pour l'instant, en fait, c'est pas acté, parce qu'on attend encore que le Sénat se prononce sur ce texte, et on sait très bien que, dans le contexte actuel de dureté de ce texte, on pense encore que l'industrie des cryptos va vouloir agir. Il va y avoir encore pas mal peut-être de réunions en ce sens, et donc peut-être que le Sénat pourrait partir sur quelque chose de moins strict. Mais bon, ça c'est pas gagné. C'est pas gagné. William O'Rourke, vous êtes avocat. Est-ce qu'il n'y aura pas un vide juridique dans les prochains mois si cette loi passe, dans le sens où, imaginons, un influenceur est basé hors de France, est-ce qu'il pourra toujours influencer sur des plateformes, sur un public français? Alors déjà, la loi prévoit que les influenceurs étrangers qui cibleraient le marché français devraient s'enregistrer, devraient avoir une sorte d'enregistrement en France, eux aussi. C'est très bien, je veux dire, pourquoi pas. Mais genre, encore une fois, ça crée une usine à gaz en fait. Alors que la solution, pour moi, c'est la solution la plus simple, ce serait juste de permettre aux influenceurs qui sont déjà en France de faire la promotion de services qui sont régulés, comme ça existe pour les instruments financiers, pour l'assurance vie, pour tout un tas de services qui sont régulés. Et c'est des marchés qui, aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'influence avec ces produits-là. Il faut amener la crypto ici au lieu de vouloir en fait interdire, ce qui risquerait de décourager les gens honnêtes. Et les gens malhonnêtes qui sont les influenceurs qui sont à Dubaï, je peux vous assurer que sous la DGCCRF, je suis pas sûr qu'ils connaissent, ou l'AMF ou le PSAN enregistré, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Donc c'est ça, donc même si cette loi passe, pour des influenceurs qui sont installés par exemple à Dubaï ou ailleurs, ça changera rien. Ils seront en infraction avec la réglementation française qui sera à 2000 km de chez eux.
Ouais. Voilà. Mais je veux dire encore une fois, moi je trouve ça, pour moi, ma vision, et c'est une vision, on peut ne pas la partager. C'est Netflix qui tue le téléchargement illégal. C'est parce que vous avez accès à des produits financiers offerts par des banques en France que vous n'allez pas en chercher à Dubaï. Et ben demain, il faut aller chercher de la crypto régulée AMF plutôt que d'aller en chercher ailleurs. C'est tout. Enfin, ça sera à suivre. De toute façon, on aura largement le temps d'en reparler, hein, Pauline, parce que ça va passer au Sénat prochainement. Et puis après, il y a la fameuse navette. Après, ça va revenir à l'Assemblée. Donc, ça va prendre encore plusieurs semaines. Ouais, effectivement. Je pense qu'on pourra en reparler au cours des prochaines semaines. Et puis, c'est vrai que oui, il faudrait aussi voir du côté des influenceurs si en fait ils sont aussi prêts à faire preuve de plus de transparence, notamment lorsqu'il s'agit de contenus sponsorisés, etc. C'est vrai que ça, il faut aussi qu'ils puissent se prononcer sur la question, parce qu'au-delà de dire que la loi est stricte, en fait, l'idée, c'est aussi de protéger évidemment les investisseurs et les gens qui veulent acheter des crypto-monnaies, donc ils doivent pouvoir le faire en toute transparence, notamment du côté des influenceurs. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Armandet qui nous accompagnait aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes journaliste crypto pour bfmbusiness.fr et donc on vous invite à lire votre article sur le site BFM Crypto, mode d'emploi par rapport aux déclarations de revenus 2022. Et merci également à William Aurore qui nous accompagnait aujourd'hui, associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Merci de nous avoir accompagnés quasiment en 17h. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. Ça sera le club avec nos deux invités jusqu'à la clôture, jusqu'à 17h35. On décryptera un petit peu les derniers indicateurs économiques et puis surtout la tendance du jour qui est toujours positif, plus 0,3% pour le CAC 40, qui est à moins de 60 points de son record historique à 7343 points.